Je vous rappelle que vous pourrez revoir toute cette séquence en intégralité et puis, ou en petits bouts, puisque évidemment pour certains d'entre vous, vous allez vous intéresser à tel sujet plus qu'à d'autres. Elle sera tout de suite en ligne après la fin de cette séquence. Je rappelle aussi que vous pouvez poser des questions. Alors on ne va pas y répondre là en direct aujourd'hui. En revanche, elles vont être collectées l'OETH trouvera le meilleur moyen de répondre à l'ensemble de vos questions. Des questions, vous en aurez peut-être sur le thème qui nous occupe maintenant, renforcer l'employabilité des personnes handicapées. Est-ce que c'est une opportunité pour le secteur? On va poser la question à Sandrine Vincent, qui est monitrice et éducatrice, bonjour, à la DAP Bonjour. 13, à Didier Vinge, qui est avec nous aussi en plateau, donc le directeur général de l'association FAIR ESS, Réseau Une Foris, et puis Grégory Abramovic, qui malheureusement, lui, est Covidé, est à distance. J'espère vous aussi que vous allez bien, Grégory. Bonjour. Très bien, merci. Bonjour. Alors, est-ce que c'est vraiment une opportunité pour le secteur? On a vu on va dire l'état des lieux fait par BVA et puis présenté aussi par Marie-Sophie De Saulles et puis Pierre-Marie. Est-ce qu'il y a vraiment une opportunité pour essayer de rendre ces personnes handicapées encore plus employables et puis et justement à éviter ces histoires d'inaptitude dont parlait Pierre-Marie Lasblé? Alors, euh, je peux aborder cette question à partir de pourquoi ça a été une chance pour nous d'accueillir les étudiants de la prépa Oasis depuis 6 ans, en fait. Vous allez le voir avec Sandrine tout à l'heure, en fait, euh, parce que tout simplement, ça a permis des rencontres, nous, dans les centres de formation, qui ont changé nos représentations sur le handicap. C'est les étudiants eux-mêmes qui ont changé nos représentations au final, parce que finalement, tant que la rencontre dans la réalité s'opère pas, on reste avec des images, parfois des vieilles formations, ma formation de psychologue, j'ai appris plein de choses qui se sont avérées pas du tout ajustées dans la réalité de la rencontre, en fait. Euh, et, et, et du coup, c'était la chance de voir les compétences et les personnes derrière nos images du handicap. Et en fait, dès qu'on rencontre les personnes, les images du handicap se dissolvent pas mal, en fait. Donc de voir Euh, plutôt les aptitudes que les inaptitudes. oui, tout à fait. Et, euh, et, et on a vu dans ces aptitudes, en fait, que les personnes accompagnées, enfin les personnes qu'on accompagnait dans la prépa, en fait, elles nous ont appris parce qu'on s'est rendu compte qu'elles avaient une maturité déjà souvent bien plus importante que la moyenne des étudiants qu'on a accueillis en formation et qu'elles savaient vraiment pourquoi elles étaient là et vraiment ce qu'elles avaient envie d'apporter au travail social. On s'est aperçu aussi que Alors, Grégory, euh, je vous interromps 2 secondes parce que là, on est passé un peu du coq à l'âne. Je vous posais une question, vous avez répondu tout de suite sur le dispositif Oasis. Est-ce qu'on peut expliquer à ceux qui nous regardent là en ce moment exactement ce que c'est que ce dispositif et ensuite on verra les bienfaits qu'il apporte? oui, le dispositif Oasis, c'est un dispositif qui est destiné à des personnes reconnues handicapées, qui est déployé dans toutes les régions de France et qui est destiné à des personnes reconnues handicapées qui souhaitent rejoindre les métiers du travail social. Et, et, Ça représente un nombre très important de personnes qui passent entre vos mains chaque année. oui, en fait, alors il y a 15 étudiants par prépa Oasis dans toutes les régions et plusieurs régions ont euh, plusieurs centres qui sont affiliés. En fait, ça fait plus de 200 étudiants par année. Et, et du coup, on les accompagne pendant 5 mois et on accompagne les étudiants à aller vers les différents métiers qu'ils souhaitent réaliser. C'est une prépa généraliste qui peut accompagner vers les métiers d'AES, de moniteur éducateur, d'éducateur spécialisé, d'éducateur de jeunes enfants, la diversité des métiers du travail social. Et cela, quelle que soit leur formation et quel que soit le parcours professionnel précédent ou parcours inexistant professionnel précédent. Exactement. Il y a une immense diversité des étudiants qui arrivent dans la prépa Oasis. Certains n'ont pas de qualification, d'autres ont de vraies expériences, voire des diplômes dans d'autres secteurs que le travail social. Et c'est aussi ce qui fait la richesse de leur profil, c'est leur parcours et tout ce qu'ils ont vécu avant la prépa.
Alors, Sandrine Vincent, comment on peut détecter certaines aptitudes particulières chez des gens qui n'ont pas forcément, qui ont envie d'entrer dans ce secteur, mais pas forcément une idée précise de ce qu'ils veulent faire ou de ce qu'elles veulent faire. Comment on détecte ça et comment on renforce cette employabilité en appuyant sur les bons boutons, les bons leviers à un moment pour faire en sorte que ces personnes deviennent soignantes, aidantes, ce que vous voulez, comme les autres, ou Ben, mieux que les autres, comme le disait Pierre-Marie. Pour ma part, moi, c'est un bilan de compétences qui a fait que déceler que j'avais des capacités, des compétences dans le travail du social. Donc après, bon, moi, j'ai rencontré la Préfo Oasis donc sur Marseille. J'ai fait donc les 5 mois entre de bonnes mains puisque j'étais avec Grégory. Et ces compétences, on les a en nous, mais de notre handicap, on ne les voit pas forcément. Parce qu'on a déjà, il faut apprendre à accepter notre handicap. Et donc, je ne pense pas répondre à votre question, mais Et comment on vous a aidé, vous, à l'accepter et à trouver justement ces leviers pour vous amener là? justement, c'est tous les intervenants qu'on a Il eus. y en a un en particulier qui vous a marqué? euh, Il y a eu un déclic à un moment? non, c'est les compétences de tous les intervenants, parce que c'est tellement diversifié au niveau des intervenants que chacun a apporté une touche, en fait, et a appuyé sur un point bien précis de nos capacités. Et pour ma part, c'est la bienveillance de tous ces intervenants qui a fait que j'ai accepté mon handicap, j'ai appris à le maîtriser, parce que moi, c'est un handicap non invisible. C'est des douleurs dans tout le corps. Des techniques qui m'ont été soumises pour pouvoir me détendre, accepter en fait. Et cette rencontre, ces 5 mois de formation m'ont permis de vraiment m'orienter vers le métier qui me correspondait le mieux, c'est-à-dire moniteur-éducateur. Parce que c'est tellement diversifié, on peut travailler aussi bien avec des personnes comme nous en situation de handicap que des personnes lambda. Voilà. Alors l'exemple de Sandrine Vincent est assez éloquent, mais je voudrais une réaction de votre part, Didier Vinche. Est-ce que justement, dans le cas de Sandrine, on peut exercer, finalement, vous avez choisi un métier en particulier, mais est-ce qu'on peut exercer tous les métiers en passant à travers ce dispositif? Oui, c'était l'objet hein, quand on a créé ce dispositif il y a une dizaine d'années. L'objet, c'est vraiment de pouvoir appréhender l'ensemble des métiers et aussi toute nature de handicap, que ce soit handicap psychique, sensoriel ou bien des handicaps physiques, on a, ou bien d'autres types de handicaps liés à des maladies invalidantes. On n'a pas de ségrégation ou de sélection sur les types de handicap et on a la possibilité et la capacité d'intégrer tous les métiers. Jusqu'au niveau 7, on a des gens qui ont fait des diplômes de directeur en passant par la filière Oasis. Aujourd'hui, ils ont un CAFDES. On a des personnes qui ont fait des parcours très, très beaux aussi dans le champ de l'environnement social. Et on a même des liens avec la santé, puisqu'on a des parcours aussi avec nos collègues qui travaillent sur le champ de la santé. Voilà, donc on a vraiment toute diversité. Alors, ce qui, moi, m'apparaît important, c'est aussi ce changement. Alors, comme on dit aujourd'hui, quand on veut être à la mode, de paradigme, c'est-à-dire effectivement, moi qui suis un vieil éducateur dans l'âme, qui a commencé dans les années 80. Pas si vieux que ça. Ah, si, quand même. Dans les années 80, où on était plutôt dans une logique de prise en charge des personnes en situation de handicap du type je fais pour toi. On est passé à une logique d'accompagnement, je fais avec toi. Et Oasis, vraiment, ce que j'ai voulu faire et on a voulu faire quand on s'est lancé dans l'aventure, c'est l'idée d'avoir des collaborateurs en situation de handicap dans les équipes de professionnels, c'est-à-dire je fais comme toi. Et ça, c'est encore un pas qu'on a franchi là, ces dernières années. Et ça a changé non seulement, mais comme le disait Grégory, nos formations et nos rapports aux formations. Ça veut dire que dans vos équipes de formation, vous intégrez déjà des personnes en situation de handicap? Tout à fait. Tout à fait, on les intègre déjà et là ça a été un accélérateur de changement. On est passé de formations qui étaient un peu stéréotypées où on accueillait notamment des personnes ayant fait un parcours universitaire un peu de façon classique et là on est passé à des formations où ça nous a amené à travailler vraiment de façon singulière avec chaque personne et en tenant compte pas seulement des questions de handicap d'ailleurs, de la façon dont la
personnes appréhendaient le métier et du coup, ça a changé nos processus pédagogiques. Donc ça, c'était intéressant. C'est-à-dire que ce dispositif, non seulement apporte des choses aux personnes, comme on vient de le voir, mais aide les dispositifs à se transformer. Et c'est pareil pour les établissements qui accueillent des personnes Oasis qui sont nos partenaires. Alors, est-ce que vous avez, la question, je vous la pose à tous les deux, Grégory Abramovitch et puis Didier Vinche, est-ce que vous avez une notion de, entre guillemets, de quota? C'est-à-dire, est-ce que vous vous dites qu'il va falloir quand même qu'on forme plus de personnes à tel ou tel métier parce que vous avez la connaissance des demandes du secteur? Ou est-ce que vous partez en laissant vraiment libre cours aux envies des personnes, comme c'est le cas de Sandrine Vincent? On essaie d'atteindre, d'avoir des groupes relativement restreints. Parce que le travail qui est mené là, pendant ces 6 mois d'orientation, d'approfondissement, de connaissance des métiers, pour des gens qui viennent d'autres secteurs d'activité, c'est important de le faire en petits groupes. C'est important aussi qu'il y ait une dynamique à l'intérieur de ces petits groupes. Donc aujourd'hui, on s'est volontairement limité à des dispositifs contenant 15 personnes maximum, comme l'a dit Grégory. Par contre, on a étendu avec nos partenaires de l'OETH, qui ne sont pas seulement des partenaires financiers, c'est vraiment des partenaires porteurs, des partenaires associés à toutes les étapes du processus. Et sans eux, on ne pourrait pas avoir eu cette réussite-là, puisqu'on a 25 centres, c'est 300 personnes chaque année qui sont formées par ce dispositif Oasis. Ça s'est développé, ça va continuer à se développer. Voilà, aujourd'hui, 25 Oasis, alors qu'il n'y en avait qu'un à l'origine, il y a 10 ans, à Montpellier. Et Grégory, une réponse aussi à cette question peut-être? Et oui, sur la question des quotas, les étudiants ont la totale liberté en fait, de choisir les orientations qu'ils estiment bonnes pour eux. Et c'est important, et c'est la chance aussi des prépa Oasis, c'est qu'ils peuvent aussi changer. Il y a des étudiants à un certain moment qui se disent j'ai envie de faire une formation moniteur-éducateur, et puis ils se rendent compte qu'ils ont les compétences pour devenir éducateur, et ils postulent sur la formation éducateur. Et puis il y en a d'autres qui se disent c'est plus compliqué que prévu par rapport aux écrits, je vais ajuster, je vais faire une formation d'accompagnant éducatif et social pour l'instant et je continuerai à me former après. Et de toute façon, comme il y a des besoins dans tous les métiers du secteur, ils sont bien accueillis par la suite, où que ce soit, dans quels que soient les métiers. Alors, on voit bien l'utilité du dispositif. On le voit encore mieux avec la présence de Sandrine sur ce plateau. Mais d'où est venue l'idée? Qui l'a eue et comment ça s'est passé? Comment ça s'est mis en place? Là, pour le coup, c'est moi qui ai eu l'idée. Il y a maintenant à peu près 10 ans. L'idée, c'était de rompre avec le fait qu'on ait des formations, j'allais dire, remplies de fils de bonne famille, qui avaient fait des bonnes études, qui étaient tous un peu profilés de la même façon, avec des concours très difficiles à réussir. Donc voilà, ça a créé effectivement une forme de rapport au travail social qui ne me convenait plus tout à fait. Et donc l'idée d'avoir développé Oasis a été aussi l'idée d'aller dans le sens de la mixité, parce qu'au départ même Oasis était ouvert à des jeunes issus de quartiers défavorisés. On avait essayé d'ouvrir une logique... pas uniquement des personnes en situation de handicap. Pas uniquement au départ de personnes en situation de handicap. Et puis, on a d'autres dispositifs qui ont pris le relais sur les quartiers prioritaires des politiques de la ville. Et on a Oasis qui s'est spécifié sur le champ du handicap. Voilà, ça c'est une forte volonté qui m'a animé dès le début dans la création de ce parcours. J'en profite aussi pour dire qu'il y a une deuxième voie d'entrée qui est l'apprentissage. On a beaucoup axé Oasis sur l'apprentissage dès le début. Et ça a été un formidable booster aussi de l'apprentissage dans notre secteur d'activité, parce que les établissements y ont petit à petit pris goût. Et aujourd'hui, ça fait partie des systèmes d'entrée en formation, l'apprentissage. Ça permet de mixer effectivement des choses qui sont du rapport à la formation, mais aussi du rapport professionnel immédiatement. Donc ça, c'est vraiment très, très fort qu'on a essayé de développer, et ça concourait à mixer aussi les publics, parce que les gens qui sont en apprentissage, c'est pas tout à fait les mêmes. Alors justement, mixer le public, c'est ce qui vous est arrivé. Vous êtes à un moment retrouvé dans ce qu'on appelle le grand bain, avec des professionnels. On a vu, vous avez écouté les résultats de l'étude tout à l'heure qui parlait du regard. Quel a été le regard des personnes que vous avez côtoyées la première fois, et quelle a été éventuellement votre appréhension aussi, et comment vous l'avez dépassé? Le fait d'avoir accepté d'être handicapé, en fait,
Ben, ça s'est passé très bien. Parce que quand je suis arrivée, effectivement, apprenti, mais tu as 45 ans, qu'est-ce que tu fais là, toi, apprenti? Donc, du coup, ben ouais, mais moi, je suis travailleur handicapé et je suis fière parce que grâce à ce statut, ben, je suis là. Donc vous l'avez dit. Je l'ai dit. Et donc, du coup, au départ, ça a été bon, mais physiquement, tu vas y arriver parce qu'en fait, je travaille dans la rue, donc je suis debout toute la journée. Mais tu vas y arriver? Oui, bien sûr que je vais y arriver. Et puis si j'y arrive pas, il y a un trottoir, je m'assois et je me repose. Voilà. Et en fait, non, ça s'est très très bien passé. Et maintenant, même, je vais dire, mes collègues me voient vraiment comme leur père. Voilà, j'arrive au travail, c'est plus Sandrine l'apprentie ou l'handicapé, c'est Sandrine, quoi. Voilà. On ne vous guette pas ni en bien ni en mal, parce qu'il y a souvent aussi l'inverse, c'est bon, il va falloir que tu fasses plus, parce que justement, toi, tu as soi-disant une déficience. Donc ça ne vous est pas arrivé. Pas du tout, pas du tout. Pas dans je pense que dans le milieu du social, franchement, tout le monde a été très bienveillant, vraiment. Très, dès que j'avais un peu des difficultés sur les écrits, c'était pas mon tuteur spécialement qui allait m'aider, ça allait être toute l'équipe des éducateurs qui étaient autour de moi qui m'ont aidé. J'ai pas eu que le soutien de mon tuteur ou de mes formateurs, ça a vraiment été toute l'équipe jusqu'au directeur du service. Naturellement, sans avoir Je levé la main, je et posais crié ma help. question et hop, on me donnait la réponse. Voilà, c'était vraiment formidable. Et du coup, ça m'a permis par la suite, moi, d'accueillir une stagiaire Oasis l'année dernière et de lui donner sa chance à elle aussi. Et du coup, elle est en apprentissage cette année. Vous rendez la monnaie. Oui, Et comment ça se passe d'ailleurs? très bien. Très très bien. Là, hier, je lui ai corrigé ses écrits, je lui ai renvoyé et voilà, on échange tout le temps. Bon, le dispositif est des petits, comme on dit. Grégory Abramovitch, comment on prépare, ou est-ce qu'on prépare d'ailleurs, une équipe à accueillir comment vous les appelez d'ailleurs? Les stagiaires, les personnes formées? Les apprenants, Les les apprenants? étudiants, ça dépend. Alors, est-ce que vous préparez les équipes qui vont les accueillir? Alors, il y a plusieurs temps, en fait. On rencontre, en fait, nous, les responsables, il y a plusieurs étapes. Dans un premier temps, il y a les stages dans la prépa Oasis. Dans les stages, on échange avec les responsables qui vont accueillir chaque personne. Et les étudiants vont être amenés, eux, à développer aussi leur autonomie par rapport à ça. Parce que l'enjeu, c'est aussi qu'ils soient en capacité de se positionner, et c'est fait pour ça les stages dans la prépa, qu'ils puissent être en capacité de se positionner et de parler, eux, de leur handicap. Et parfois, il a pu y avoir des étudiantes, je vous parle par exemple d'une étudiante dyslexique qui, avec une dyslexie sévère et qui a donné l'impression aux équipes d'être lente sur le premier stage qu'elle a fait. Et quand on échangeait avec les responsables, avec les équipes, ils disaient on a l'impression qu'elle est lente, et moi, c'est pas du tout ce que je constatais. Et l'étudiante, dans un premier temps, n'avait pas osé parler de son trouble et de sa dyslexie dans son ampleur, en fait, parce qu'elle peut en dire ce qu'elle a envie d'en dire. Et quand elle a fait son deuxième stage et qu'elle a pu en parler complètement, avec un accueil de l'équipe, il y a eu un effet de révélation, en fait. C'est-à-dire que vraiment, on a pu voir sa dyslexie comme une capacité c'est pas simplement pas un déficit en fait, mais une capacité à voir les choses autrement. Et à partir de là, y compris quand j'ai réalisé la visite de stage, c'était extraordinaire en fait, parce que on accompagne aussi les équipes pendant ce temps-là en fait, et pendant la visite de stage, elle abordait la finesse de la relation avec les personnes accompagnées d'une telle manière que on voyait la qualité en œuvre en fait. La manière de dire bonjour, tout simplement, de s'adapter à chaque personne, de laisser chaque personne lui apprendre pour lui dire bonjour. Et ça, il y avait vraiment quelque chose de lié à cette manière différente d'appréhender l'autre et la relation qui peut être très présente chez certaines personnes dyslexiques. Ce qui veut dire, et ce Et, qui illustre un peu les résultats de l'étude, qu'en fait, il n'y a pas de problème particulier à exercer tel ou tel métier, mais il peut y avoir un problème d'environnement du travail et des équipes dans lesquelles on accueille les personnes. oui, effectivement, en fait, c'est Au quand premier les, stage, quand les, ça marche pas, et puis le deuxième, ça marche. oui, et c'est en lien avec l'environnement, en lien avec la personne et sa capacité à parler de son handicap. Et puis, on se rend compte, en fait, et c'est valable partout, en fait,
que les handicaps, y compris en formation, quand ils sont bien accueillis, accompagnés, c'est pas tellement un problème en fait. Ce qui peut poser problème, c'est le positionnement des étudiants. Et, le positionnement des étudiants, il est dû à bien d'autres choses que leur handicap. Et on a des étudiants pas du tout bien positionnés et qui mettent du temps avant d'apprendre de leurs difficultés quand ils ne sont pas handicapés. Et là-dessus, souvent, les personnes qu'on accompagne dans la prépa Oasis, elles ont appris à apprendre de leurs difficultés et savent souvent beaucoup mieux se positionner que les étudiants qu'on accueille habituellement. Alors, je peux vous le confirmer, puisque la radio Vivre FM que je dirige est située dans un centre médico-social assez grand à Paris, dans le 18e, le centre Robert Doisneau. Et puis, on a eu l'occasion de croiser, en fait, par hasard, une bande d'étudiantes d'Oasis qui venaient en découverte et justement rencontrer les équipes du centre, tous les types de métiers d'ailleurs du centre. Et puis évidemment, elles sont passées devant le studio radio, donc avec des yeux écarquillés. On leur a fait une petite visite, on a discuté avec elles. Et c'était assez marquant. Et là, Didier, je vais me tourner vers vous pour avoir réponse à cette question, parce que sur la douzaine ou quinzaine qu'elles étaient, d'ailleurs, il y avait énormément et exclusivement des femmes. Il y en a peut-être une ou deux qui sont arrivées spontanément vers moi en me disant « Ah ben moi j'ai ça » ou « Moi j'ai ça ». Les autres, on m'aurait dit qu'elles venaient d'un milieu ordinaire et avec une absence totale de handicap que je n'y aurais vu que du feu. Comment vous incitez? Est-ce que vous les incitez à en parler déjà? Et comment ça se fait? Alors, c'est une fausse question. Comment ça se fait qu'il y ait autant de femmes et qu'il n'y ait aucun homme qui se présente? Alors, globalement, effectivement, il y a une majorité de femmes, mais on a quand même dans chaque promo quelques hommes, pas majorité, mais ça, c'est à l'image des professions du travail social. Hein, c'est pour ça que je disais que c'est une fausse question. Féminine. Voilà, donc il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Ensuite, par rapport au fait que ces personnes abordent plus ou moins simplement la question du handicap, c'est vrai que c'est pas simple, ça touche immédiatement à des questions intimes, des questions qu'on n'a pas envie de dévoiler ou qu'on a trop dévoilées par le passé. Donc on accepte pendant un temps, en tout cas, le fait que les personnes ne souhaitent pas aborder la question de front, mais petit à petit, on les amène à en parler. C'est un chemin des 6 mois qu'on passe avec eux. On fait intervenir les services de santé au travail pour essayer aussi de mettre à distance la question du handicap et d'en faire quelque chose qui peut, à un moment donné, être évalué et appréhendé, compensé, sans que derrière, ça ne pose vis-à-vis des professions visées de problèmes particuliers. Est-ce que vous les mettez au contact de Sandrine, par exemple? Oui, alors parce que ça, c'est un vrai bon exemple un retour d'expérience. Effectivement, on a aussi, elle disait d'abord qu'elle était tuteur, donc ça c'est le cas de beaucoup d'anciens Oasis. On a aussi des personnes qui viennent pendant le moment de formation apporter des témoignages de leur parcours, et même on en a, et Grégory en est le parfait exemple, mobiliser certains pour qu'ils soient formateurs à leur tour de personnes en formation. Donc ça, je sais que Grégory l'a fait et c'est très important. Alors ce qui est très important aussi, me semble-t-il, et qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le fait que pour passer d'une petite expérimentation à Montpellier à une expérimentation qui est nationale aujourd'hui, bien sûr il a fallu l'OETH et je l'ai dit tout à l'heure combien c'était important, mais on a aussi une Aphoris qui est un réseau national, effectivement, d'établissements en travail social, qui a permis de faire que ce ne soit pas une multiplicité de petites expérimentations dans laquelle on se perd au bout d'un moment, mais quelque chose un peu de national, avec un cahier des charges, avec quelque chose qui, à un moment donné, vaut sur tout le territoire. Et ça SM, comme on dit. Et ça SM. Et ça garantit une forme de qualité à tous les endroits où c'est développé. Qualité qu'on retrouve dans la manière dont vous parlez de votre parcours, Sandrine. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives que vous avez? Est-ce que vous imaginez encore apprendre, vous former à d'autres métiers, ou est-ce que vous souhaitez rester là où vous êtes parce que vous y êtes bien? Alors, moi, je suis très bien dans mon métier. Je travaille devant des lycées, je suis au contact des jeunes toute la journée. Alors, si un de vos collègues voulait se débarrasser de vous, c'est fini. C'est fini. Là, maintenant, j'ai signé, c'est tant pis. Là, je suis sur mon poste. Voilà. Non, et moi, j'ai vraiment envie de continuer à aider les autres à se former. Voilà. C'est un de mes projets le plus précieux, quoi. Parce que ce qu'on m'a donné, j'ai envie de le redonner, de le transmettre et de continuer ça. Et aussi, pourquoi pas être représentant handicap dans ma structure.
Vous pourriez l'être parce que vous parlez très bien. On va rester d'ailleurs sur vos paroles pour cette séquence. Merci à vous trois. Donc Sandrine Vincent, Grégory Abrahamovic, portez-vous bien. Même si vous n'êtes pas avec nous, on vous souhaite le meilleur. Et puis Didier Vinche, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau à distance. Hein, vous voyez qu'on n'a pas de masque, mais on est séparés pour fêter ces 30 ans de l'EOTH. Et puis on va évidemment continuer de parler de ces thèmes. Mais maintenant, on va parler de la construction, de l'environnement de travail dans lequel on est. Là, on vient de parler de formation et d'employabilité. Et ben aujourd'hui, maintenant, on va parler de cet environnement qui doit être capacitant pour maintenir des personnes comme Sandrine dans l'emploi. A tout de suite sur ce plateau des 30 ans de l'OETH.